Qu'est-ce que tu cherches ? Lampedusa, Calais, Lesbos, des noms encore inconnus avant les années 90, devenus des hotspots européens destinés à trier les migrants et désormais tristement célèbres. Des centres d'accueil devenus des camps de fortune, lieux de vie précaires de personnes fuyant des guerres, des pays en conflit ou en quête d'une vie meilleure. En 2022, 5,1 millions de personnes ont migré vers un pays de l'Union européenne, dont près d'1 million de demandeurs d'asile en 2023 et plus de 320 000 à entrer irrégulièrement en Europe. Chaque année, le nombre d'hommes, femmes et enfants morts ou disparus en mer augmente, dépassant les 2000 personnes l'an dernier. Sociologue chargé de recherche au CNRS, membre du Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir, le CERTOP, Annalisa Lendaro étudie les politiques migratoires dont se dotent les gouvernements pour régir l'immigration, ce qu'ils décident de faire ou ne pas faire pour l'accueil d'étrangers à l'intérieur de leurs frontières. C'est elle que nous recevons aujourd'hui dans notre podcast « Qu'est-ce que tu cherches ?» Bonjour Annalisa Lendaro. Bonjour. Dans le cas d'un contrôle de police à bord de notre TER, nous vous demandons de bien vouloir préparer les documents d'identité. Nell'ambito di un controllo di polizia a bordo del nostro treno regionale francese, vi chiediamo gentilmente di preparare i vostri documenti d'identità. As part of a police check aboard our French regional train. On a tous reconnu le bruit d'un train et les paroles qu'on entend dans les trains dans cet extrait sonore. Annalisa, pourquoi as-tu choisi ce son ? C'est un son qui est automatiquement passé par le conducteur du train lorsque le train s'arrête à Menton-Garavan, puisque la gare de Menton-Garavan est une gare, déjà la première gare française après le passage de la frontière, où en théorie tout voyageur est censé présenter ses papiers d'identité à une équipe de policiers, qui peut être une équipe de la PAF ou des CRS, qui monte sur le train pour vérifier la présence de personnes en situation irrégulière et la plupart du temps renvoyées en Italie. Juste pour être précis, c'est quoi la PAF ? La PAF, c'est la police aux frontières. Annalisa, tu as coordonné le projet de recherche DISPO, un projet collectif qui étudie les formes et les effets du pouvoir discrétionnaire de l'État à 3 frontières françaises. La frontière franco-britannique, la frontière franco-italienne et la frontière basque. Ce projet interdisciplinaire s'est terminé en 2022. Quelles conclusions en tires-tu ? Quelles conclusions nous tirons, nous, puisque voilà, la dimension collective du projet a été très importante pour nous tous. La première conclusion, c'est, je dirais, l'importance de comparer des frontières différentes au prisme des formes par lesquelles on peut observer le pouvoir discrétionnaire de l'État aux frontières. Les choses ne se passent pas de la même manière selon la frontière qu'on observe. À titre d'exemple, Calais, la frontière franco-britannique, est de fait une frontière externe de l'espace Schengen, puisque la frontière elle est avec l'Angleterre, qui n'appartient pas à l'espace Schengen. À cette frontière, les personnes exilées sont de fait bloquées dans un sas, un territoire qui est rendu inhospitalier par les politiques migratoires françaises, qui ont une obsession principale, c'est le point de fixation, donc éviter que les personnes restent dans l'espace public à cette frontière, et en même temps les empêche de traverser la Manche. On n'observe pas du tout les mêmes dynamiques à la frontière basque, et pas non plus complètement les mêmes dynamiques à la frontière franco-italienne, qui sont du coup 2 frontières internes à l'espace Schengen, qui néanmoins ont été outillés par un dispositif de contrôle des frontières très intense, notamment la frontière franco-italienne après les attentats de Paris de 2015 et l'attentat de Nice de 2016, voilà, est une frontière où la présence policière est quotidienne et activement impliquée dans le fait de trier ou d'empêcher l'entrée incontrôlée de personnes, peu importe leur statut, qu'ils soient mineurs, demandeurs d'asile, etc. Alors justement, c'est quoi les différents statuts des migrants ? Parce que finalement, ce mot recouvre plein de réalités différentes. Oui, migrant n'est pas un terme en soi juridique. Migrant est un terme un peu générique, mais qui peut cacher les différences de statut que ces personnes peuvent avoir. Par exemple, demandeur d'asile fait référence à quelqu'un qui a déposé une demande de protection quelque part.
Un réfugié est quelqu'un qui a demandé une forme de protection et qui l'a obtenue, en particulier l'asile. Une personne en situation irrégulière est quelqu'un qui n'a pas obtenu un statut légal sur le territoire, qui est donc dépourvu de visa, d'un titre de séjour. Mais il peut y avoir besoin de faire référence à des termes qui mettent l'accent précisément sur la caducité du statut administratif. Par exemple, on utilise de plus en plus dans la littérature, en sociologie, en sciences politiques, en anthropologie, l'idée de migrants irrégularisés qui, dans un futur, pourrait régulariser sa situation, ou dans un passé a pu être en situation régulière et a pu perdre son statut et a donc été irrégularisé par des politiques migratoires de plus en plus strictes et qui rendent difficile le fait de maintenir un statut légal sur un territoire. Un autre élément que tu soulèves dans ton travail, c'est celui des conséquences juridiques sur les associations, les militants, les bénévoles qui aident les étrangers en situation irrégulière. Est-ce que le pouvoir discrétionnaire dont tu parles affaiblit leur engagement et quid du délit de solidarité ? Je ne dirais pas que, en toutes circonstances, les poursuites judiciaires ou administratives ou pécuniaires même affaiblit l'engagement des militants, militantes, activistes ou avocats de la cause des migrants. Effectivement, le délit de solidarité, qui d'ailleurs n'est pas, comme migrant ne l'est pas, un terme juridique, fait référence à la volonté gouvernementale, des préfectures, etc., de punir certaines formes de solidarité que des personnes ou des collectifs pratiquent envers les personnes exilées. Une actualité brûlante autour de cette question a fait la une des médias récemment en France, autour par exemple de la figure de Cédric Herrou, qui est devenu un symbole de ce débat autour de la légitimité d'aider autrui en situation de détresse. Ce que ces poursuites judiciaires ont produit sur une partie des bénévoles, des militants pro-migrants a sûrement été un effet dissuasif, donc la peur distillée auprès des personnes proches de la solidarité envers les migrants, la peur d'être poursuivi en justice, de faire de la garde à vue, d'être condamné, alors même que les procès autour de ces questions ont toujours donné comme issue plutôt des relax ou des petites peines, des amendes. Mais malgré tout, les poursuites judiciaires font peur et ça, c'est une arme indéniablement puissante pour affaiblir les mouvements. N'empêche que, d'un autre côté, le fait d'avoir rendu public ce problème de société, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est légal, ou est-ce que la société a de la place pour décider, revoir ce qui sont les principes fondamentaux qui régissent notre société, dans quelles circonstances on a le droit d'aider quelqu'un en situation de détresse, est-ce que ces papiers comptent, dans quelle mesure, etc., a sûrement produit un intérêt collectif et une réflexion élargie sur ces questions, a eu comme conséquence aussi la création de nouvelles associations en défense des personnes accusées de délits de solidarité. Des festivals sont nés, je pense à Passeurs d'hospitalité dans la vallée de la Roya, qui est un des territoires qui les premiers ont été sous le feu des médias autour de ces questions. Et il y a eu aussi comme effet, je dirais, une attention particulière et une auto-formation des collectifs, des associations, des bénévoles, des activistes sur des questions juridiques en lien avec ce qui est légitime et ce qui est légal en matière d'aide aux personnes étrangères. Dans ton travail, dans ce projet Dispo et puis dans les travaux à suivre, tu étudies notamment les conséquences des politiques migratoires sur les témoins de ces politiques. En l'occurrence, on l'entendait dans le son à la frontière franco-italienne sur les cheminots. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Décider si interrompre le voyage d'une personne exilée qu'on aimerait pourtant voir traverser librement les frontières comme tout autre voyageur, pour le faire descendre du train par peur qu'il puisse se blesser ou mourir, etc. Mais de fait, en le mettant entre les mains de la police et en interrompant son voyage, n'est pas une décision qui est simple à prendre pour tout cheminot. Même lorsqu'on prend une décision en pensant sur le moment T que cette décision était la bonne, notre conscience peut nous faire revenir sur cette même décision. Et tout cela se passe dans un contexte professionnel qui n'est pas simple à vivre pour ces agents de la SNCF qui travaillent au sein d'une entreprise qui est en plein changement, en pleine restructuration, avec une politique de réduction des personnels, une politique de affaiblissement des solidarités entre les professions de la SNCF, les professions cheminotes.
la culture de la SNCF, ou en tout cas anciennement, cette culture qui était très forte de solidarité, joue aussi dans la manière dont ces cheminots gèrent leurs actes ou non en passant ces frontières. Oui, en tout cas, il y a une partie des agents de la SNCF qui sont très attachés à des principes un peu fondateurs de la culture cheminote, l'égalité de traitement entre voyageurs, l'idée de service public, l'idée de rendre un service public aux citoyens, citoyennes. Voyager sur des trains affrétés par une société publique, rendre accessibles les trajets, ne pas discriminer les voyageurs, c'est des principes que beaucoup des agents que j'ai rencontrés chérissent. Il n'en reste pas moins que les contrôles migratoires qui se mettent en œuvre à cette frontière-là, comme à d'autres frontières, viennent de fait saboter la primauté de ces principes, puisque tout agent de la SNCF comprend très vite que non, tout voyageur n'a pas les mêmes droits de traverser les frontières et donc de voyager sur ces trains qui font des trajets transfrontaliers. Et qu'il ne suffit pas pour une personne exilée à la peau noire d'avoir un billet valide sur le train pour pouvoir voyager comme les autres voyageurs le font. Et ça, évidemment, certains agents ne le cautionnent pas. Néanmoins, ils savent très bien que leur position ne leur permet pas de subvertir ou rentrer en conflit ouvert avec l'application d'un certain nombre de politiques de contrôle, comme celles qui font que, à la gare de Menton-Garavan, des policiers montent dans les wagons pour demander les papiers d'identité aux voyageurs des wagons. En introduisant ce podcast, j'ai dit que les politiques migratoires étaient les règles dont se dotent les gouvernements pour décider de ce qu'ils font ou ne font pas pour l'accueil d'étrangers à l'intérieur de leurs frontières. Est-ce que cette définition est exacte ? Je dirais que en partie oui, même si elle me semble incomplète, parce que dire que c'est à l'intérieur de leurs frontières ferait penser que le gouvernement de la frontière elle-même est à part. Les politiques migratoires sont effectivement des politiques qui régissent par des dispositifs et des décisions qui peuvent prendre la forme de lois, mais qui peuvent prendre la forme aussi de directives ministérielles, de circulaires, déterminent qui a le droit de rentrer sur le territoire et à quelles conditions, et qui a le droit de rester sur le territoire et à quelles conditions lorsque cette personne n'a pas la nationalité française. Moi, dans le lot très général des politiques migratoires, je m'intéresse plus précisément à comment des politiques publiques gouvernent les territoires frontaliers et du coup gouvernent les mobilités de personnes étrangères, exilées, mais aussi des personnes qui résident sur ces territoires frontaliers et qui, de fait, se retrouvent dans leur quotidien confrontés à la vie de ces personnes exilées, aux conditions de vie, aux conditions de traversée ou d'empêchement de traversée. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les politiques migratoires, certes, sont des politiques qui, de plus en plus, restreignent les possibilités de rentrer en sécurité légalement sur le territoire, en l'occurrence français, mais ce sont aussi des politiques migratoires qui me semblent être perçues comme très injustes sur certains aspects par des personnes qui ont la nationalité française ou pas, ou européenne, et qui se mobilisent pour l'accès aux droits fondamentaux des personnes exilées. Donc il y a un effet à la fois de restriction des droits et de sensibilisation à la mobilisation pour l'accès aux droits fondamentaux des personnes exilées. D'où l'intérêt de travailler de façon complémentaire, je dirais, sur les formes d'application des politiques migratoires et les formes, en fait, telles le délit de solidarité, de attaque et contre-attaque autour des mobilisations collectives pour l'accès aux droits des personnes exilées. Anna-Lisa, comment en es-tu venue à ces objets d'études ? J'ai commencé à travailler sur les politiques migratoires dans ma thèse, dans le cadre d'une comparaison France-Italie sur les catégories de travailleurs immigrés sur le marché du travail, en particulier dans le secteur du bâtiment et de l'aide à domicile. Et ensuite, la découverte avec une camarade anthropologue et réalisatrice de documentaires de la situation très spécifique et en même temps pas exclusive de l'île de Lampedusa. Sur cette île, Laura Auriol et moi-même vont mener d'abord une enquête et ensuite réaliser un film documentaire qui est un projet qui a démarré en 2013. Et 2013, en fait, a été non seulement l'année de mon recrutement au CNRS, mais aussi le naufrage du 3 octobre 2013, où ont péri 268 personnes à quelques centaines de mètres des côtes de Lampedusa et qui est vraiment
un événement qui constitue encore aujourd'hui un drame collectif pour les habitants de cette île qui, pour la première fois dans l'histoire récente de cette île, se sont retrouvés à plusieurs dizaines à intervenir directement dans la tentative de sauver ces personnes qui étaient en train de se noyer si proches de leur île. Dernière question, quelles sont les perspectives dans ton domaine de recherche? Comment est-ce que tu vois ta discipline, la sociologie, évoluer dans les 5 prochaines années et même ton objet d'étude? Question difficile. Bon, je trouve que la sociologie a beaucoup de choses à dire en fait, et non seulement sur les objets qui sont les miens et ceux de beaucoup d'autres collègues. Nos sociétés sont traversées par des enjeux très très grands qui ont trait à la démocratie, à la représentativité de nos institutions, à qu'est-ce que notre société veut donner comme conséquence pratique concrète à la valeur de solidarité, de service public, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles la sociologie peut apporter un regard sur des défis de toute façon auxquels on ne pourra pas échapper, la question écologique, la question des migrations climatiques, la question du droit de manifester, la question de l'état de droit aussi, sur lequel même des personnalités politiques récemment sont revenues avec des propos qui me semblent très dangereux. Pour la sociologie en général. Pour la question des migrations, il me semble que c'est un champ de la sociologie qui a tout intérêt à continuer de produire des éclairages sur les ambivalences à minima des politiques migratoires lorsque, en théorie, on veut se penser comme des sociétés qui chérissent des principes comme les droits humains, comme l'égalité de traitement, etc. Enfin, je pense que la sociologie doit continuer de montrer que on ne peut pas tenir ensemble des choses qui ne vont pas ensemble et qu'il faut faire des choix de société autour de ces questions. C'est sur ces mots que l'on termine cet épisode de Qu'est-ce que tu cherches? Merci Annalisa Lendaro. Merci à toi. Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. On peut en retrouver tous les épisodes sur les applications de podcast et bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt. À bientôt.